Bonjour, je suis Jean-Philippe Meloche, professeur à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage à l'Université de Montréal. Ma présentation aujourd'hui porte sur le développement immobilier, mais plus précisément sur l'équilibre du développement immobilier résidentiel par rapport au développement immobilier non résidentiel dans l'espace urbain. L'idée de ce projet-là a émergé de différentes conversations que j'ai eues avec des professionnels dans le milieu de l'aménagement, du développement urbain, soit des professionnels du développement économique ou de l'urbanisme, autour de différents projets que j'illustre ici, là, notamment le projet Griffintown ou le projet La Chineste ou les Faubourgs, qui sont des projets qui sont dans le cœur de Montréal, en fait, dans les quartiers qui sont relativement proches du centre de Montréal, où on a d'importants territoires qui ont un passé industriel ou un passé productif et qu'on transforme tranquillement en milieu mixte dans lesquels il y a une composante résidentielle très forte. Et souvent, il y a une inquiétude dans ces milieux-là de voir le secteur résidentiel prendre la place de lieux qui, historiquement, étaient des lieux productifs. Et la question va émerger, est-ce que ce développement résidentiel-là est une menace au développement économique? On peut partir un peu de la question à savoir pourquoi est-ce qu'il existe cette pression résidentielle-là qu'on considère comme une menace, parce que dans la littérature, habituellement, on va considérer que le développement immobilier résidentiel et le développement immobilier non résidentiel sont complémentaires. C'est-à-dire que les emplois suivent les personnes et les personnes suivent les emplois. Si vous développez trop d'espace résidentiel sur un territoire, bien, éventuellement, le marché va être saturé et on va fabriquer par la suite des espaces non résidentiels et vice-versa. Si vous avez beaucoup d'espaces non résidentiels qui attirent des gens pour travailler, bien, éventuellement, ils vont vouloir y vivre, donc vous allez construire du résidentiel. Il y a un équilibre dans l'espace qui devrait se faire entre ces deux secteurs-là. Par contre, on observe aussi que les deux secteurs n'évoluent pas au même rythme dans le temps. C'est-à-dire que la demande pour les logements semble croître plus rapidement que la demande pour les espaces productifs. Il peut y avoir un ensemble de facteurs explicatifs. J'en souligne deux importants ici. Le premier, c'est la transformation économique, c'est-à-dire la tertiarisation ou la dématérialisation de l'économie. Historiquement, on produisait des biens manufacturiers, ça prenait des machines, des équipements, on avait besoin d'avoir des hangars, des garages pour entretenir ou entreposer ces équipements-là. Si on est dans une économie où on consomme beaucoup de biens matérialisés, on a besoin d'avoir des entrepôts, on a besoin d'avoir des lieux d'échange qui vont permettre à ces biens-là d'être stockés. Si on est dans une économie où on consomme de plus en plus de services, où on produit de plus en plus de services, bien, on a moins besoin d'entreposer de l'équipement, on a moins besoin d'entreposer de biens matériels. Donc, à ce moment-là, la proportion d'espace qui va être dédiée à la production pourrait se voir réduite. Même chose avec l'évolution démographique, deux facteurs importants, le vieillissement et l'enrichissement. Une population vieillissante va avoir une part de sa population active moins grande. Donc, dire qu'il y a une proportion plus grande de la population qui vit sur le territoire, mais sans y travailler. Donc, ils ont besoin d'espace pour se loger, mais pas nécessairement d'espace productif. Ça affecte le ratio espace productif, non productif. Le vieillissement de la population, ça multiplie aussi les ménages, c'est-à-dire que les familles avec enfants sont nombreux dans chacun des logements, alors que les personnes plus âgées, bien souvent, vont être soit seules ou en couple dans un logement. Donc, le nombre de personnes par logement diminue et le nombre de logements nécessaires augmente quand il y a vieillissement de la population. Donc, vieillissement de la population met une pression plus forte sur le développement résidentiel que le développement non résidentiel. L'enrichissement, c'est un petit peu plus complexe à comprendre. C'est-à-dire que comme le logement est un bien normal, plus les gens sont riches, plus ils devraient vouloir consommer d'espace. Par contre, ce qu'on observe, c'est que les salaires souvent sont plus élevés dans les espaces plus productifs, donc là où on retrouve plus d'espaces non résidentiels en proportion. Donc, cette variable-là, elle est plus difficile à saisir comme influence sur le développement résidentiel par rapport au développement non résidentiel. L'objectif de la présente recherche, en fait, c'est d'explorer cette relation-là entre le développement immobilier résidentiel et non résidentiel. Et pour ce faire, on va explorer deux types de bases de données. Donc, la première, c'est une base de données sur l'évolution dans le temps des stocks de bâtiments résidentiels et non résidentiels à l'échelle des provinces canadiennes. On aurait aimé pouvoir explorer ça à l'échelle des régions métropolitaines canadiennes, mais la base de données pour le faire, elle existe, mais depuis trop peu de temps. Donc, on n'est pas capable d'avoir un recul historique intéressant.
Alors qu'à l'échelle des provinces canadiennes, on a des données sur les stocks de bâtiments résidentiels et non résidentiels qui remontent jusqu'aux années 60. Donc, on a vraiment un horizon de 55 ans sur lequel on est capable d'observer les transformations entre secteur résidentiel et non résidentiel. Et ça nous permet un peu d'explorer les facteurs qui agissent sur les rapports entre ces deux secteurs-là. Quoique, à l'échelle provinciale, des fois, il y a des choses, des subtilités qu'on n'est pas capable d'observer, même si c'est les meilleures données qu'on a pour être capable de le faire. L'autre jeu de données qu'on va analyser, c'est des données à l'échelle métropolitaine. Donc, on va essayer d'explorer la répartition spatiale, donc vraiment la spatialité des stocks de bâtiments résidentiels et non résidentiels dans l'espace urbain à l'échelle de la communauté métropolitaine de Montréal en utilisant les données sur les rôles d'évaluation fonciers, donc les proportions résidentielles et non résidentielles dans les rôles d'évaluation et l'évolution à travers le temps. Donc, si on part avec le premier jeu de données, qui est celui sur les provinces canadiennes, on a des données sur l'évolution du stock de bâtiments résidentiels et non résidentiels, c'est-à-dire la valeur totale des stocks estimés sur chacun des territoires. On les a agrégés à l'échelle des provinces. On les a depuis 1961 jusqu'à 2018. C'est le jeu de données qu'on a. Et ben, vous comprenez en voyant le graphique que je vous montre que au début des années 60, dans l'ensemble des provinces canadiennes, on avait entre 1,5 fois et 2,5 fois les valeurs résidentielles par rapport au stock de bâtiments non résidentiels. Donc, 1,5 fois ou 2,5 fois en logement, ce qu'on a en termes de stock de bâtiments productifs. Ça a évolué à la hausse dans toutes les provinces de manière quand même assez similaire. Certaines provinces plus accélérées, comme la Colombie-Britannique, par exemple, un peu plus accélérées. Le Québec, traditionnellement, toujours un peu plus élevé, donc plus de résidentiels que de non-résidentiels traditionnellement au Québec. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'en 2018, là, on n'est plus entre 1,5 fois et 2,5 fois le stock non résidentiel. On est plutôt entre 3 et 4 fois et demi le stock non résidentiel. Donc, je comprends que c'est des valeurs, ce n'est pas des superficies, ce n'est pas de l'espace, mais quand même, on peut supposer qu'en regardant l'espace se transformer, ce qu'on avait en termes quantitatifs le ratio bâtiment non résidentiel sur résidentiel s'est transformé à travers le temps. Donc, aussi bien dire qu'on vit dans un univers de plus en plus résidentiel et de moins en moins productif quand on regarde les bâtiments. Donc, spatialement, ce qu'on a comme espace occupé pour produire est de plus en plus petit, ou du moins, les bâtiments qu'on utilise sont de moins en moins nombreux ou ont une valeur de plus en plus faible par rapport à ce qu'on utilise pour se loger. On a essayé à travers les différences entre chaque province et l'évolution dans le temps, d'essayer de sortir les facteurs déterminants de cette évolution-là dans le temps. On a utilisé beaucoup de variables, mais là, le fait d'avoir seulement 12 provinces, puis quand on utilise des données de recensement, on a seulement une dizaine de périodes, ça rendait l'analyse un peu compliquée. Donc, il y a beaucoup de variables qui ne sont pas ressorties significatives, mais il y a deux choses qu'on peut faire ressortir de notre analyse. La première, c'est qu'il existe une corrélation forte et significative entre l'évolution du ratio résidentiel sur non résidentiel et le ratio initial. Autrement dit, il existe des effets de convergence. C'est tout à fait cohérent avec ce que la littérature nous dit sur les effets complémentaires. Donc, dans les provinces où on a construit trop de logements par rapport aux zones productives, bien, éventuellement, c'est les zones productives qui vont rattraper. Dans les provinces où on a construit beaucoup d'espaces productifs par rapport au logement, bien, éventuellement, c'est la construction de logements qui va rattraper, d'où l'effet de convergence. Donc, si vous partez avec un stock résidentiel plus élevé relativement aux autres, bien, vous allez croître moins vite et inversement. Donc, ce que ça nous dit, c'est que de manière générale, les emplois suivent les personnes et les personnes suivent les emplois. Donc, ça, c'est cohérent avec ce qu'on avait dans la littérature. L'autre variable significative, elle n'est pas toujours significative, mais c'est la seule variable autre que le ratio initial qui nous donne des signaux positifs. C'est la part de la population de 65 ans et plus dans l'ensemble de la population. Donc, autrement dit, l'effet du vieillissement est probablement un effet clé de ce changement de ratio-là. Donc, les provinces où le vieillissement de la population est plus important, le ratio résidentiel sur non résidentiel va croître plus rapidement. Et ça semble vraiment être un facteur clé dans l'analyse. Si on se transpose dans l'autre jeu de données qu'on a analysé, qui est celui des richesses foncières résidentielles, non résidentielles, à l'échelle des municipalités dans l'espace métropolitain de Montréal, donc vraiment les municipalités qui sont dans la communauté métropolitaine de Montréal,
On a des données de 1996 jusqu'à 2020, donc à peu près 25 ans. Et vous avez le graphique devant vous, c'est la même tendance. Et même quand on désagrège cette tendance-là par grand secteur dans la région métropolitaine de Montréal, on voit que c'est la même chose partout. Donc, au début, là, on voit que quand même l'agglomération de Montréal, c'est-à-dire l'île de Montréal, un peu différent des autres, c'est-à-dire qu'il y a plus d'espace productif sur l'île de Montréal par rapport au logement qu'il y en a dans le reste de la région métropolitaine. C'est l'effet de centralité, je vais y revenir tantôt. Mais l'évolution est sensiblement la même, c'est-à-dire que sur l'île de Montréal, il y avait 1,5 fois plus de logements que d'espace productif en termes de valeur foncière au début, en fait, au milieu des années 90. Et aujourd'hui, on est rendu à peu près 3 fois la quantité en termes de valeur là, de logements par rapport à ce qu'on a de non résidentiel. Donc, c'est vraiment doublé en termes d'espace relatif. On voit que agglomération de Longueuil en gris, ville de Laval en jaune, Couronne Nord en vert, une tendance très similaire à la hausse. Donc, on passe d'à peu près 2,5 fois à 3 fois le secteur résidentiel par rapport au non résidentiel à autour de 4 fois. Donc, une croissance relativement plus élevée du développement résidentiel par rapport au non résidentiel. Et la Couronne Sud fait une sorte de bulle en haut. Donc, on voit qu'il y a eu un boom résidentiel d'à peu près 2005 à 2015. Et ensuite, un rattrapage non résidentiel qui a été fait là. Probablement un effet de convergence, c'est-à-dire beaucoup de gens ont migré vers la rive sud. On a construit beaucoup de secteurs résidentiels. Éventuellement, bien, il y a des espaces de travail qui vont se développer pour venir. Donc, il y a une convergence. On voit qu'il y a une croissance comme partout ailleurs, mais elle a été accélérée pendant une certaine période. Et là, il y a un ralentissement dans les 5 dernières années là, où on voit que ça rattrape la moyenne. Mais quand même, de manière générale, on observe que le secteur résidentiel se développe plus que le secteur non résidentiel partout. Par contre, on est capable de désagréger ces données-là à l'échelle des municipalités, ce qui nous permet vraiment de spatialiser le ratio résidentiel sur non résidentiel. Je vous présente 2 cartes ici qui permettent de comprendre ça. Commençons peut-être par la carte de gauche, qui est le ratio moyen sur l'ensemble de la période 96-2020 pour ces ratios-là. Donc, plus c'est foncé, plus c'est rouge, ça veut dire que plus le secteur résidentiel est vraiment prédominant dans les valeurs foncières. Plus c'est pâle, plus le secteur non résidentiel va être prédominant, au moins le secteur résidentiel va être prédominant parce qu'il est à peu près prédominant partout. Faire attention, ce qui est en blanc, ça a été exclu. On a exclu 2 types de municipalités ici. Celles qui ont un caractère rural, donc parce que les valeurs foncières, avec les valeurs foncières agricoles, ça venait un peu perturber ce qu'on voulait analyser. Et on en a enlevé quelques-unes associées à l'île de Montréal, là, notamment Amstead, au cœur de l'île de Montréal, où les valeurs non résidentielles, c'est 0. Ce qui fait que si vous divisez quelque chose par 0, ça donne un drôle de chiffre. Là, donc, on l'a enlevé parce que ça changeait beaucoup de choses. Et l'île Bizarre aussi avait des statistiques qui étaient un peu hors normes. Donc, on a enlevé eux autres, mais on a gardé toutes les autres. Et bon, ce qu'on peut voir sur la carte de gauche, en fait, en rouge, les secteurs très résidentiels. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, les secteurs très résidentiels ne sont pas nécessairement les quatrièmes couronnes là, ou les couronnes les plus éloignées. Ils sont répartis un peu partout et il y en a plusieurs sur l'île de Montréal, même dans le cœur de Montréal. C'est-à-dire l'arrondissement Outremont est un arrondissement très résidentiel, par exemple. Donc, il n'y a pas de spatialité, au premier coup d'œil, on n'est pas capable nécessairement de voir une spatialité très importante, à savoir les municipalités à caractère très résidentiel, où est-ce qu'elles sont. Par contre, en plus pâle, en beige pâle, là, on retrouve vraiment les pôles d'emploi traditionnels de Montréal. Vous avez le centre-ville ici en beige pâle au centre. Vous avez le secteur Anjou, qui est un secteur industriel important. Vous avez le secteur Saint-Laurent-d'Orval à l'ouest de l'île de Montréal. Et vous avez Aéroport Mirabel et son parc industriel au nord, qui sont traditionnellement les pôles d'emploi qu'on va identifier. Donc, ils ressortent, donc des endroits où il y a traditionnellement plus d'emplois que de résidentiels, ou du moins toute proportion gardée, ce sont des lieux d'emploi plus forts. Quand on essaie de voir où a évolué le ratio résidentiel sur non résidentiel, c'est ce qu'on voit dans la carte de droite. Donc, ce que vous avez en rouge dans la carte de droite, c'est les endroits où le ratio a évolué le plus. C'est-à-dire qu'on est passé d'un caractère moins résidentiel à un caractère plus résidentiel de manière plus prononcée.
Et là, il y a quelque chose dans la spatialité qui semble un peu plus évident, c'est-à-dire que sur l'île de Montréal, le caractère résidentiel s'est renforcé plus qu'à l'extérieur de l'île de Montréal, donc une accélération proportionnellement plus grande. Ça ne veut pas dire qu'on développe plus de logements sur l'île de Montréal qu'ailleurs, mais ça veut juste dire qu'on en développe plus par rapport à l'historique non résidentiel qui est sur place, et surtout dans les pourtours du centre-ville, donc des quartiers centraux qui sont autour du centre-ville. Le centre-ville lui-même a un caractère qui a changé beaucoup, mais les arrondissements que vous voyez en rouge autour du centre-ville, c'est Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont, Sud-Ouest et Verdun, Île-des-Sœurs. Donc, c'est des endroits qui sont quand même proches du centre-ville, ont eu des transformations importantes au cours des dernières années. Après, quand on cherche à expliquer cette spatialité-là, bien, il y a 3 variables qu'on a utilisées qui nous permettent de comprendre un peu l'évolution dans le temps et dans l'espace urbain du ratio des valeurs résidentielles sur les valeurs non résidentielles. La première variable, c'est la population. Ça nous permet de voir qu'en fait, les municipalités qui sont en croissance de population sont celles qui construisent surtout des logements. En fait, ils sont en croissance de population parce qu'ils construisent surtout des logements. C'est tout à fait logique, il n'y aurait pas de croissance de population si on ne construisait pas des logements. Par contre, ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est que les emplois ne suivent pas les personnes et les personnes ne suivent pas les emplois à l'échelle de la région métropolitaine de Montréal. Les gens choisissent un milieu pour vivre sans nécessairement avoir une connexion avec le milieu où ils veulent travailler parce que les gens sont mobiles. Donc, c'est pas parce qu'on construit des logements qu'on va nécessairement attirer du développement immobilier non résidentiel. Et inversement, c'est pas parce que on construit de l'immobilier non résidentiel que nécessairement il va y avoir un lien avec la croissance de la population. Donc, on investit dans l'immobilier productif dans certains lieux dans l'espace sans connexion avec là où est la croissance démographique. Donc, ça, c'est quand même une variable importante à prendre en compte. La deuxième variable, la distance au centre-ville, nous permet un peu de voir les relations avec l'étalement urbain. D'abord, ce qu'on observe, c'est que la croissance résidentielle est surtout plus forte en périphérie. Donc, l'étalement urbain, c'est un phénomène résidentiel essentiellement dans la région métropolitaine de Montréal entre 1996 et 2020. La croissance non résidentielle, elle, c'est l'inverse. Elle semble être plus forte dans les quartiers qui sont proches du centre-ville que ceux qui sont loin. Donc, étalement du résidentiel, mais pas nécessairement étalement du non résidentiel. Ça, c'est ce qu'on observe. Ensuite, le ratio résidentiel sur non résidentiel, comme c'était apparent sur les cartes, il évolue plus rapidement dans les zones centrales. Et là, ça peut être un peu contre-intuitif. On dit si on développe le résidentiel à l'extérieur puis le non résidentiel à l'intérieur, le ratio devrait rester faible à l'intérieur. C'est parce que les ratios sur l'île de Montréal ou proche du centre-ville sont déjà faibles au départ. Vous n'avez pas besoin d'avoir un rythme de croissance très élevé en termes de logement pour que ça transforme le caractère des lieux. Donc, les lieux au centre sont plus sensibles à changer d'identité au moment où on va développer du résidentiel, mais ça n'en fait pas des secteurs qui perdent nécessairement leur polarité. La dernière variable, c'est-à-dire le ratio moyen, nous permet de confirmer ça. Tantôt, quand on analysait les provinces entre elles, je disais qu'il y avait un effet de convergence, c'est-à-dire les provinces où il y a plus de résidentiels finissent par construire plus de non-résidentiels parce que les emplois suivent les personnes. Au niveau métropolitain, cette relation-là n'est pas observée. On observe le contraire, c'est-à-dire une divergence. Les secteurs résidentiels tendent à renforcer leur caractère résidentiel avec le temps et les secteurs non résidentiels sont plus lents à se transformer et à devenir résidentiels. C'est donc dire qu'avec le temps, il y a une divergence. Et ça nous permet de comprendre qu'il y a aussi une permanence des pôles d'emploi dans l'espace. Donc, là où au départ, on a plus d'emplois, c'est les endroits où, à travers le temps, les emplois ont semblé se maintenir. Donc, ce n'est pas parce qu'on développe du résidentiel à certains endroits que les emplois vont se mettre à changer de place. Il y a un effet d'inertie dans les pôles d'emploi qu'on observe sur le territoire métropolitain. Quelles sont les conclusions qu'on peut tirer à partir de tout ça? Un, sachant qu'on est dans un contexte où le vieillissement de la population va se poursuivre, voire même s'accélérer dans le futur et que c'est une variable clé du ratio résidentiel sur non résidentiel, on devrait s'attendre à ce que la pression résidentielle continue dans le futur, surtout dans une région métropolitaine comme Montréal où la croissance de la population est relativement
fortes. Donc, les perspectives démographiques nous poussent à croire qu'il va falloir construire du résidentiel dans la région métropolitaine de Montréal. La pression va être forte. Deuxièmement, faire des logements dans la ville, ça n'entraîne pas nécessairement un déplacement des emplois vers la périphérie. On n'observe pas nécessairement une transformation des lieux d'emploi. Il y a une inertie dans les lieux d'emploi. Donc, même si on transforme des secteurs au cœur de la ville pour en faire des secteurs strictement résidentiels, ça n'enlève rien à la capacité de travailler des gens sur les territoires métropolitains et même dans les quartiers centraux de Montréal. Et le dernier, les reconversions vont être ou sont susceptibles d'être plus importantes ou de se produire dans les zones centrales. Pourquoi? Parce que les ratios résidentiels sur non résidentiels sont plus faibles dans ces zones-là et que la pression pour développer du résidentiel, elle est tout aussi forte là qu'ailleurs. Donc, éventuellement, sans nécessairement construire plus de résidentiel en proportion dans ces secteurs-là, la transformation de résidentiel à non résidentiel va être plus forte, d'autant plus que le bâti a un caractère permanent qui va faire en sorte qu'il va y avoir peut-être plus de bouleversements dans ces quartiers-là. Ça conclut ce que j'avais à vous dire et je serai disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Donc, on peut y aller avec la période de questions. La parole à Paula Negron. Merci. Merci pour la présentation. En fait, j'ai bien aimé les cartes qui présentent le ratio résidentiel, non résidentiel. Je me demandais si ces cartes peuvent être faites à des échelles, avec des polygones géographiques plus petits en dehors de l'agglomération de Montréal, ou alors c'est une contrainte de données. Ma question revient du fait qu'on observe de plus en plus dans des territoires, par exemple, comme à Laval, à Brossard, des transformations des espaces qui étaient auparavant des espaces d'emploi et qui sont carrément rasés pour devenir des espaces résidentiels. Parce qu'il y a l'arrivée du métro, parce qu'il y a l'arrivée du REM, etc. Donc, je me demandais si c'est possible de faire l'analyse avec des polygones plus petits ou c'est juste comme une contrainte de données qu'on a. C'est certainement possible dans la mesure où probablement que si on avait la spatialité des données, on pourrait le faire, mais en même temps, les données sont facilement accessibles à l'échelle de la municipalité puisque ce sont des données de rôle foncier. Donc, on a les statistiques générales qui sont produites à l'échelle des municipalités. Et je veux dire, la Ville de Montréal nous a permis d'accéder à la désagrégation de ces données-là sur la base des arrondissements, puisqu'ils ont ces données-là parce qu'ils travaillent avec. Après, c'est sûr que comme les données sont spatialisées, c'est sûrement possible, mais à ma connaissance, la base de données n'est pas construite. Okay. Il faudrait la construire, mais c'est techniquement faisable, mais ce n'est pas accessible, là, je vous dirais, facilement. OK. Oui, parce qu'on en sait beaucoup ça. À Laval, là, c'est des pans entiers de zones d'emploi industriel qui ont été effacés autour de la station Concorde, par exemple, station Bio. Et c'est des emplois qui étaient techniquement proches, puis finalement, ils sont envoyés plus loin, qui étaient peut-être accessibles en transport en commun, puis là, maintenant, ils sont dépendants de l'automobile. Voilà. C'est une super présentation. Merci, Jean. C'est difficile de savoir où vont les emplois. Et tu sais, moi, disons, la conclusion que je voulais montrer, c'est de dire que, dans le fond, c'est tout à fait normal dans l'espace urbain construit que quand on fait de la rénovation urbaine, que les ratios espace productif, espace résidentiel changent drastiquement. Parce que dans l'espace construit permanent, on peut difficilement le changer. Donc, comme il y a un effet de permanence dans le bâti, aussitôt qu'il y a des petits espaces dans lesquels on peut changer la donne, bien, le résidentiel s'infiltre là-dedans massivement. Pourquoi? Parce qu'il vient rééquilibrer, dans le fond, le dosage. Alors que dans les banlieues où on construit dans les champs de patates, le Brossard en est un exemple, là, Brossard qui construit dans des champs, eux, ils vont aller sur le ratio nécessaire d'aujourd'hui. Ils n'ont pas besoin de rééquilibrer quoi que ce soit. Alors que dans les quartiers centraux, bien, le rééquilibrage doit se faire avec les espaces vacants. C'est donc dire que tous ces espaces-là sont finalement investis massivement par le résidentiel. C'est ça qui fait craindre beaucoup aux gens de dire oui, mais on ne construit rien pour le non-résidentiel. Mais en fait, c'est parce qu'il y a déjà énormément d'espaces productifs dans ces lieux-là. Donc, c'est vraiment l'espace résidentiel qui fait qu'il est manquant. Puis là, bien, le résidentiel s'infiltre vraiment dans tous les espaces possibles. Et c'est pour ça que les projets de rénovation sont surtout résidentiels, peu importe. Mais ce n'est pas toujours de l'espace vacant, ça peut être vraiment du changement d'usage complet, là.
À Verdun, on l'a vu, Oui, à la Chine, on l'a vu. C'est comme on rase l'industriel léger et on fait du résidentiel de moyenne densité. Quand je voulais dire vacant, c'était, je voulais dire en reconversion, là, pas vacant au sens de terrain vague, là, mais vacant au sens de friche urbaine. Là. Merci. Alexandre Maltais. Oui, merci pour la présentation. C'était vraiment super intéressant d'avoir, pour quelqu'un qui s'intéresse beaucoup soit au commercial, mais de façon très micro, ou au résidentiel de façon micro, ça faisait du bien d'avoir une analyse plus méta comme ça qui permet de faire jouer les ratios à une échelle comme celle-là. J'avais un peu la même question que Paola sur l'échelle par rapport à des micro-poches parfois qui peuvent disparaître. Puis j'en aurais une deuxième un peu dans la même veine qui est de dire, est-ce que les données permettraient éventuellement de distinguer à l'intérieur du non-résidentiel différents types d'usages qui vont disparaître ou qui vont augmenter? Parce que est-ce que certains types de non-résidentiels, comme l'industrie légère, vont disparaître ou l'entreposage vont disparaître au profit de fonctions plus tertiaires? Donc, est-ce qu'éventuellement les données permettraient d'avoir des analyses un peu plus approfondies de ce côté-là? Oui, en fait, on a été peut-être paresseux là, quand on l'a fait, parce qu'au début, moi, c'était le big picture, c'est-à-dire résidentiel versus tout le reste. Là. Mais les données, autant sur les bâtiments à l'échelle des provinces que les données sur les valeurs foncières, nous donnent accès à différentes catégorisations. Il faudrait que je vois, là, mais il me semble qu'habituellement, on est capable de distinguer le commercial de l'industriel au niveau des valeurs foncières. C'est sûr qu'une grosse partie de ce changement-là vient de la réduction de la proportion de l'industriel, non seulement dans l'espace urbain, et c'est quelque chose qu'on n'observe pas, par exemple, dans les provinces de l'Ouest, où, par exemple, les ressources naturelles demeurent un input important de l'économie. Il y a encore énormément d'investissements dans du capital productif, mais dans les zones plus urbaines, Vancouver, Montréal, Toronto, l'espace industriel a fondu énormément. Ça s'est transformé beaucoup en résidentiel ou en tour à bureau. Il faut comprendre que l'espace productif en tour à bureau est beaucoup plus petit que l'espace productif industriel. Donc, vraiment, la spatialité de la chose a changé. Mm-hmm. Merci. Merci, Alexandre. Merci, Jean-Philippe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, je vois le temps qui passe. Il est 13h30. Moi, j'en aurais une pour terminer, peut-être. On a vu sur les graphiques que, par exemple, les provinces se tenaient beaucoup, avaient en fait un peu la même dynamique. Puis j'ai bien aimé ta cartographie puis ton analyse un peu plus géographique. Est-ce que tu penses qu'on peut retrouver, en fait, dans les différents ratios là, que tu as pu mettre en perspective, un équilibrage, si tu veux, métropolitain d'un ratio qui va varier, disons, qui va tendre à s'uniformiser sur l'ensemble de la métropole? Par exemple, le ratio des années 60 qui tend à évoluer un peu partout de la même façon au niveau des années 80, puis aujourd'hui en 2020, où il va encore exister en fait un ratio qui serait plus spécifique avec le centre, avec le péricentrale, puis avec les différentes couronnes de banlieue. En fait, tu disais que le ratio d'aujourd'hui, très tertiaire, n'est plus nécessairement le ratio des années 60 où la demande non résidentielle demande beaucoup moins d'espace aujourd'hui, mais est-ce qu'on le voit avec l'effet métropolitain que ça tend à s'uniformiser ou il y a une espèce d'inertie puisque c'est du bâti, puisque c'est du construit qui tend à rester? Bien, tout le monde change. Tout le monde change à peu près dans les mêmes rythmes, mais comme je dis, les banlieues restent les banlieues. On les a construites pour des fonctions résidentielles, puis ça se conserve. Quand je dis qu'il y a divergence là, dans la région métropolitaine de Montréal, c'est-à-dire que le caractère résidentiel des banlieues se renforce avec le temps.
c'est pas vrai que les emplois migrent vers les banlieues. On a tendance à croire que c'est normal que si toute la croissance est dans les banlieues, ça va être toute la croissance d'emplois puis toute la croissance de population va être dans les banlieues. Mais la croissance de population est beaucoup plus rapide dans les banlieues que la croissance d'emploi, alors que sur l'île de Montréal, la croissance d'emploi, toute proportion gardée, suit un rythme plus rapide que celle de la population. Autrement dit, quand je dis qu'il y a un effet d'inertie des pôles d'emploi, ça veut juste dire qu'il n'y a pas de convergence à ce niveau-là. Donc, l'île de Montréal va toujours rester un pôle d'emploi plus important, donc moins résidentiel que l'extérieur de l'île, mais le changement est vrai partout. Et les provinces canadiennes, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que le Québec a toujours été plus résidentiel que le reste, population plus vieillissante. L'Ouest, moi, j'ai mis les prairies, je les ai fusionnées, là, mais quand on sort l'Alberta, par exemple, province beaucoup plus productive, population plus jeune, avec économie fondée sur les ressources naturelles. Donc, ces effets-là sont assez permanents. On ne les voit pas disparaître. Donc, il n'y a pas d'uniformisation. Puis l'idéal, ça aurait été de travailler à l'échelle des régions métropolitaines canadiennes parce qu'on aurait vu la différence entre une ville qui a gardé son caractère industriel et une ville qui l'a perdu. Et ça, on n'a pas été capable de le faire, d'où l'idée que notre analyse elle a des faiblesses, là, mais je pense que si ça, on était capable de le faire dans le futur, on serait capable de comprendre comment certaines villes ont des caractères industriels plus permanents, puis à ce moment-là, l'espace n'est pas occupé de la même façon. Et dans les villes où il y a des pressions démographiques fortes, je pense à Vancouver notamment, il y a une grosse partie de la demande en logement à Vancouver qui ne vient pas du tout de l'économie locale. Ça vient de l'extérieur. Donc, il y a une transformation urbaine là-bas. Et quand on voyait Colombie-Britannique, c'est tiré par Vancouver. Là, ils sont partis d'un des ratios les plus faibles à un des ratios les plus forts. Et dans les dernières années, le ratio explose complètement. C'est donc dire qu'il y a une emballée, là, c'est un emballement résidentiel à Vancouver qui est très marqué et de plus en plus marqué dans les dernières années. Là. Donc, quand on se dit que les premières couronnes de banlieue ou les premières générations de banlieue tendent à s'urbaniser, si on se fie à ton ratio, c'est pas vrai. Ou en tout cas, la diversification est fonctionnelle, mais ne passe pas par. C'est qu'on voit émerger des tours à bureaux beaucoup dans les anciens parcs industriels de banlieue. Donc, on a perdu, je pense à la Couronne Nord, entre autres, là, qui ont perdu l'usine d'automobile General Motors, qui était un gros employeur de la Couronne Nord. Mais dans ce secteur-là, aujourd'hui, on voit émerger des tours à bureaux. Ça n'a pas changé, comme je dis, il y a un effet d'inertie. Ça se trouve être quand même dans un secteur productif. Les tours à bureaux n'émergent pas dans les banlieues strictement résidentielles, là, comme Saint-Colomban et compagnie. Ils sont quand même attachés à des lieux qui étaient historiquement des lieux de production. Donc, il y a un effet d'inertie. Les tours à bureaux n'apparaissent pas n'importe où. Ils apparaissent généralement dans d'anciens lieux productifs ou proches des lieux productifs, sauf dans des cas très rares, là, comme je disais à Brossard, où on construit des villes nouvelles, là, si on veut, là, au milieu des champs. C'est plus rare. Là où il y a quelque chose déjà, c'est dans ces lieux-là qu'on va voir l'immobilier productif se construire. OK. Ben merci. Merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Très, très intéressant. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que je vais vous proposer de se donner rendez-vous demain midi pour 3 autres présentations. Donc, je vous remercie de votre participation, de votre présence. Puis, je me remercie aussi les présentateurs, présentatrices. Puis, on se donne rendez-vous à demain.